Frédéric Jean, le cancre pédagogue, votre balado pédago. Julie, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est peut-être qu'on se rencontre et qu'on discute un petit peu de ce qui nous passionne tous les deux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? J'ai envie de dire que le monde de l'éducation, en fait, moi, je suis très optimiste, hein. Les enseignants sont un moment où dans beaucoup de pays dans le monde et ailleurs, ils sont fatigués. Les conditions sont compliquées. On a du mal à recruter. Mais malgré tout ça, je reste profondément optimiste parce qu'on a aujourd'hui les moyens, peut-être plus facilement, de mettre en œuvre ce qu'on sait, ce que nous dit peut-être la recherche aussi de l'éducation, notamment ce qu'on appelle le Student Agency. On a le droit de dire des mots en anglais dans ce podcast? Bien sûr. Je suis prof d'anglais, soit dit en passant. Ok. Donc, en fait, on a la possibilité en fait, de mettre en place des éléments au plus proche de ce qu'on sait qui pourra être efficace. Donc, malgré cette fatigue et malgré ces conditions parfois un peu complexes d'exercice, en fait, je pense qu'on a des solutions qui sont pas toujours très loin et qu'on a plus de moyens qu'on en avait il y a 10 ans ou il y a 15 ans pour arriver à mettre tout ça en place. Ça me titille ce que tu viens de m'affirmer, Julie, parce que dans ma chambre d'écho, l'optimisme n'est pas au rendez-vous, là. On vit des choses difficiles au niveau comportemental, gestion de classe, c'est difficile. Les conditions, même si on regarde globalement l'amélioration des conditions, il y a eu, là, on se mentira pas. Mais je pense où le bas blesse, c'est avec, disons, l'arrivée de la pandémie et l'espèce d'anxiété générée par cette pandémie, autant de la part des enseignants que les élèves. Mais je voudrais juste approfondir un peu sur ton optimisme, Julie. Ça m'intéresse, ça me titille. Alors, mon optimisme, il vient du fait que, bon, déjà, je vais pas te mentir, c'est une culture et puis une nature aussi, qui est aussi Excellent. Merci. Ouais. un peu comme ça. Mais en fait, ce qui me rend optimiste, c'est que je fais de la formation depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et je vois les choses qui fonctionnent, celles qui fonctionnent un peu moins bien, là où ça prend du temps, là où on a des difficultés de mise en œuvre. Et en fait, je pense qu'on a aujourd'hui plus de possibilités de mise en œuvre et d'accompagner les élèves avec les besoins qui sont les leurs, avec ceux qu'ils sont dans leur entièreté, dans leur globalité, qu'on en avait en fait il y a 10 ans ou 15 ans. Je peux donner un exemple un peu précis? Oui, oui. En fait, les élèves, et ça depuis le Covid, ça s'est un peu exacerbé, mais ça a toujours été là, en fait. Je veux dire, le Covid a exacerbé des choses, mais il y a des choses qui ont toujours été là, par exemple, comme être capable de regarder l'enfant dans son entièreté, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il est. Et aujourd'hui, la recherche nous le dit, voilà, le Student Agency, avoir un peu d'éléments personnalisés. Alors, c'était des choses qu'on entendait, mais qu'on avait beaucoup de mal ou de difficultés à mettre en œuvre, de prendre en compte ce qu'était l'élève. Aujourd'hui, avec l'arrivée, entre autres, hein, de l'intelligence artificielle, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles et qui permettent, par exemple, c'était pas possible d'envisager un enseignant, je sais, il peut avoir entre, alors je veux pas faire peur, mais même dans un pays où on a un peu les moyens, on peut avoir jusqu'à 30 voire 35 élèves dans une classe, hein. C'est vrai. Donc, se dire que, ben, tiens, vendredi matin, on va s'occuper de résolution de problèmes et on va faire des résolutions de problèmes avec les attraits de chaque enfant. C'est-à-dire que certains sont intéressés par le basket, d'autres vont avoir un attrait particulier pour la forêt, d'autres pour la natation et autres. Être capable de designer en fait autant de problèmes en fonction des champs d'intérêt des enfants, c'était pas possible, c'était pas entendable, c'était pas gérable.
Et aujourd'hui, tout ça, c'est possible très rapidement. Et je pense que ça va créer des liens un peu différents entre les enseignants et puis les élèves. Là, c'est un petit exemple, mais ça, on peut décliner très largement. Je suis tout à fait d'accord sur ton point avec l'intelligence artificielle et on est encore dans nos débuts, là. Pour ma part, je l'utilise abondamment, là. Il arrive des moments, même des moments où je dois expliquer un concept, puis malgré mon explication, c'est différent. Puis les gens ont de la difficulté à comprendre, mes élèves. Alors, je décide d'aller voir ChatGPT, puis je lui pose la question, me l'expliquer d'une autre manière. Puis, hop, on dirait que ChatGPT m'a apporté des idées extraordinaires. C'est un peu comme, moi, je vois ça un peu comme un collectif, l'intelligence artificielle, dans le sens où c'est comme si on demandait l'avis à quelqu'un, puis on est certain de ne pas le déranger, on peut dire. C'est ça, c'est comme si on demandait l'avis à quelqu'un. Moi, j'ai une autre image qui m'accompagne. C'est comme si dans ton bureau, là, chez toi ou chez moi, j'avais plein d'assistants et des assistants ultra spécialisés dans certains domaines dans lesquels moi, je ne suis pas experte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, un enfant dyslexique, il faut qu'on le prenne en compte dans la classe avec tout ce qu'il a besoin qu'on fasse pour lui, support, ergonomie, enfin modalité de lecture, reformatage des textes et autres. Et moi, je n'ai pas toujours toutes les réponses. Mais aujourd'hui, je peux toquer à une porte d'assistance et qui va me donner, et même pas seulement me dire, mais qui va pouvoir reformater les supports pour moi, pour mes élèves. Donc tout ça, c'est quand même... je trouve que c'est très joyeux, quoi. C'est très joyeux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël McLean et je suis coach formateur et conférencier chez Inspire Leadership Coaching. Êtes-vous à la recherche d'une source d'inspiration pour stimuler votre croissance comme leader? Si oui, bien je vous invite à découvrir Inspire Leadership Podcast. Dans chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences, des défis et des succès de leaders accomplis. Découvrez comment ils ont exercé une influence positive, créé un impact significatif et trouvé le courage de passer à l'action. Abonnez-vous donc à Inspire Leadership Podcast en visitant inspireleadership.ca. Votre balado pédago. Surtout qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va nécessairement. On a une idée où est-ce qu'on veut s'en aller avec l'intelligence artificielle, mais on n'a pas c'est un peu comme avoir une vision dans le futur. On ne sait pas ce qui nous attend, là. Même, il y a des enseignants qui se disent, on va-tu perdre notre travail? Puis moi, je vois plutôt ça avec optimisme. Je me dis, ben non, parce que là, nous, on est des pédagogues. C'est nous, en le sens on est en mesure de voir la force puis les faiblesses des jeunes puis d'interagir avec ça, là. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? D'un œil vigilant, en fait. D'un œil Ouais. vigilant, en fait, les outils, il faut décider ce qu'on veut en faire et comment on veut les utiliser et pas se laisser guider par les outils. Pour moi, le centre et la boussole, c'est la pédagogie, avant toute chose, en fait. Et c'est pas l'outil. Donc, en fait, dès lors que pour moi, je vais pouvoir utiliser la boussole pédagogique, l'outil va me faciliter, en fait, la déclinaison de ce que je veux faire, mais on aura toujours et encore besoin de celui qui connaît la pédagogie, donc de l'enseignant, en fait, qui va manœuvrer cette boussole, en fait. L'outil tout seul ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui travaille pas dans l'éducation. Il s'appelle Maxime Blondeau. Et en fait, lui, son idée, c'est, il remonte depuis jusqu'à la nuit des temps, en fait, pour dire que on a des outils technologiques. Alors pour lui, par exemple, une pelle est un outil technologique quelque part. Ah, c'est un moment de développement Vrai? de la société. Et en fait, tout dépend de l'usage qu'on décide d'en faire. C'est-à-dire que les outils sont là et on peut les utiliser pour le meilleur comme Ah, pour... OK. Donc voilà, je vous ferai ce que vous voulez avec l'appel, mais c'est pareil en fait pour tout ça en fait. Cette IA, pour l'instant, et je prends un peu l'image souvent que j'ai entendue d'ailleurs du côté de chez toi, de la voiture qui roule sans code de la route.
Et je trouvais l'image absolument géniale. C'est à peu près ça. Maintenant, à nous d'écrire le code de la route et de savoir ce qu'on veut en faire de ces outils-là, quoi. Donc, si on a une vision plutôt claire et éthiquement responsable, inclusive de tous les élèves qu'on a et respectueuse. Et c'est ça, je crois. Si ça nous aide à respecter encore un peu plus les élèves dans ce qu'ils sont, ben, c'est tout gagné, hein. Hmm. C'est ça Très que je éloquent. dis. Très éloquent. On parle ensemble depuis presque une dizaine de minutes, mais mes auditeurs ne savent toujours pas qui tu es. J'aimerais ça qu'on puisse, juste pour la cause, là, expliquer un peu qui est Julie et qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, on se parle direct. Là, t'es en Californie. Oui. OK? Puis peux-tu m'expliquer ton histoire? Alors, mon histoire, elle est longue, l'histoire. Où est-ce que tu veux commencer l'histoire? Moi, là, je te laisse aller. J'ai une planche de surf. Je suis ta vague. Tu suis ma vague. Alors, ce que je te disais, c'est que je m'occupe de formation depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et j'ai fait de la formation en Amérique du Sud, en France, en Amérique du Nord pendant un petit moment. Et puis après, à une échelle plutôt monde, dans différentes organisations, en fait. Mon travail, c'était, j'aime bien dire ça, c'était de m'occuper des curriculums et puis des enseignants pour que les choses à l'international, c'est des établissements internationaux, se passent le plus facilement possible entre les différentes langues et entre les différents curriculums. Donc depuis très longtemps, moi, l'angle de la formation, il s'est fait sous un contexte plurilingue et multicurriculaire. Et le numérique est arrivé très vite. Le numérique est arrivé très vite dans tout ça et m'a aidé en fait m'a aidé à voir les élèves un peu différemment, accompagner les profs aussi un peu différemment. Et donc aujourd'hui, je suis passée en établissement, je suis passée à des échelles Amérique du Nord et à d'autres échelles après un peu en Afrique de l'Ouest et dans le Middle East. Et aujourd'hui, en fait, au regard de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris avec les enseignants, les élèves, et dans les établissements, je me suis dit qu'il y avait un peu des choses qui me tenaient à cœur et que je voyais un peu différemment de ce qu'on me demandait peut-être de faire auparavant. Parce que quand tu travailles dans une organisation, tu es soumis à des curriculums nationaux. Vrai. Il y a des directives et c'est normal. Il faut cadrer un peu tout ça. Il faut aider tout le monde à regarder dans le même sens. Donc, je me suis détachée de tout ça. Et puis, depuis le mois de septembre, en fait, je travaille pour ma propre organisation avec 4 éléments clés qui me semblent des incontournables pour les organisations et les établissements pour faire avancer un peu le quotidien de la salle de classe. Voilà. C'est quoi vos axes? Tu as dit? Alors, les axes, ces 4 axes qui sont complémentaires, en fait. OK. On est à un moment où les enseignants, on sait beaucoup plus de choses qu'on en savait il y a 10 ans. Pour moi, je me dis, mais c'est incroyable. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, je savais des choses. Et puis, sur les 10 dernières années, ça a explosé. On sait beaucoup mieux comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les apprenants. Et ça, c'est bien. C'est un peu moins empirique, cette histoire. Donc, le premier élément, c'est conscient de tout ce qu'il y a à faire bouger, c'est d'aider les organisations, les établissements à monter ce qu'on appelle des plans de développement professionnel localisés. Souvent, quand on arrive, alors, je ne vais pas me prononcer pour le Canada, je connais un peu, mais pas aussi bien que d'autres zones du monde, mais souvent, quand on arrive dans un établissement, eh bien, par exemple, tout le monde peut faire de la formation, ça reste individuel et il y a très peu de plans collectifs rattachés aux résultats des élèves. À savoir, on fait tout ça en formation, ça a un impact ou ça n'a pas d'impact? Ça change des choses ou pas? Et les élèves, est-ce qu'ils se sentent mieux dans leur basket? Et est-ce que les profs vont mieux? Oui, non, un peu, beaucoup. En fonction de tout ça, ben, on décide. Et ça, c'est un plan de développement professionnel qui est lié souvent à une cartographie RH et aux résultats des élèves. Donc, il y a cet axe-là, d'aider tout le monde, en fait, à regarder un peu mieux ce qu'on a besoin de faire
Évidemment, il y a l'axe intelligence artificielle, hein, parce que aujourd'hui, c'est le braquet qui permet d'aller un peu plus vite sur certaines choses et d'avoir des super assistants. Là, on n'a pas tous les champs d'expertise en tant qu'enseignant. Jamais, mais on continue. Mais là, ça permet d'avoir un peu plus d'éléments à disposition pour créer des classes, moi je le vois, pour des classes beaucoup plus accessibles, avec des enseignements beaucoup plus accessibles. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, tu peux avoir le meilleur plan du monde. Tu as un plan de développement professionnel, un plan stratégique merveilleux, fantastique. C'est vraiment, tout le monde a été concerté, tout le monde est d'accord sur la façon dont les choses doivent fonctionner. Et et ça peut ne pas fonctionner, ça peut ne pas avancer. Que se passe-t-il malgré ce plan, malgré tout? On en arrive au troisième axe. L'axe, c'est aider les organisations à développer des cultures de collaboration. Au moment où on a des établissements dans lesquels il y a une culture de collaboration qui est forte, eh bien, on avance très, 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 très vite et on avance bien. Mais des cultures de collaboration, c'est pas mettre du temps ensemble ou juste faire un peu de cuisine ensemble ou du team building. C'est un peu plus compliqué que ça, l'histoire. J'ose Donc, imaginer. voilà. Donc, en fait, on a un plan, c'est super. On utilise l'IA, merveilleux. Mais si on n'est pas ensemble, si on ne sait pas fonctionner ensemble, eh bien, peut ne, ça peut ne pas être fonctionnel du tout. Donc, ça, c'est le troisième axe. Et le quatrième, c'est aider les écoles à voir que peut-être c'est bien de travailler sur la didactique des enseignements, mais aujourd'hui, on a besoin, les enfants ont besoin, les personnels ont besoin de se poser d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que les compétences de vie? C'est quoi ça? C'est quoi les routines de pensée? C'est quoi, en fait, tout un tas de, moi j'appelle ça des dispositions qu'on travaille avec les élèves hein, et dans les équipes hein, pour faire fonctionner aussi les collectifs de classe hein, et amener les individus à se développer un peu pas que sur le champ de la didactique. Euh, Julie, ça, tu travailles pour quel organisme? Alors, j'ai monté l'organisme. L'organisme, il s'appelle EdHuman. EdHuman. Pourquoi avoir parti Ed Human? Est-ce que tu travaillais avant dans un autre, pour une entreprise, pour une organisation, puis après, tu es, parti avec cette idée? Quel est le Oui, chemin? oui, oui, c'est ça. J'ai travaillé dans plusieurs autres organisations, hein, des organisations gouvernementales pour la France, ou j'ai travaillé aux États-Unis pendant très longtemps, en Amérique du Sud, pour des organisations privées aussi, donc pour des États comme pour du privé. Et en fait, je voyais qu'il y avait des choses qui pouvaient avancer différemment, en fait. Cette notion, par exemple, de plan de développement professionnel liée à une culture de collaboration à l'intérieur de l'établissement, elle n'est pas toujours existante dans les priorités nationales. Donc, alors que moi, je pense que pour le bien-être de tout le monde, il faut qu'on sache où on va, mais il faut qu'on sache aussi comment on fonctionne ensemble. Enfin, c'est pas une petite chose, ça. Être avec les autres dans le monde, c'est même par là qu'il faut que toute l'histoire commence. C'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si je vais être champ gauche ou si je vais être à propos dans ce que je vais t'informer, Julie. Euh, on a fait beaucoup de progrès, nous, au Québec, en éducation. Puis je le reconnais, là, au niveau des connaissances, au niveau des acquis, des savoirs, au niveau de la science même. Hein. Mais il y a une chose qu'on continue encore d'emblée puis qui est appelée à s'effriter, et je le souhaite ardument, c'est l'existence des silos. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est Je que crois. oui, hein, fait que tout est compartimenté encore. Hein. Il y a eu, elle s'effrite, on sent que le silo s'effrite. Il y a une mobilité derrière les enseignants. Moi, j'en fais partie. Je fais partie de ceux-ci où ce qu'ils vont aller voir, disons, moi, j'enseigne, je te donne un exemple. J'enseigne l'anglais intensif. Je mets, dans le fond, c'est un programme qui est sur 5 mois uniquement en anglais. Pour pousser davantage mes élèves à parler en anglais, ben, j'ai incorporé le podcast. Et j'ai du matériel de podcast de haute qualité puis ça motive mes élèves.
sont enthousiasmés à l'idée de faire ça. Et par l'enthousiasme, je suis allé rencontrer l'enseignant en musique et je lui ai demandé s'il était possible pour lui de créer des pièces musicales de podcast avec mes élèves. Donc là, c'est ça, on est en train de vivre cette expérience-là, d'enlever les silos, mais les silos n'existent pas nécessairement envers les enseignants eux-mêmes. Il y a même les silos élèves-parents, silos enseignants-parents. Est-ce que Ed Human réfléchit à ça? Alors oui, c'est une bonne question. Je vais te donner un exemple. Ces silos dont tu parles, ils nous empêchent en fait de comprendre que une organisation, tous les membres d'une organisation sont interdépendants les uns des autres en fait. Tu répéter ça, Et s'il vous plaît? tous les membres d'une organisation sont interdépendants. C'est-à-dire que pour être élève, j'ai besoin des enseignants, j'ai besoin des parents. Pour être enseignant, j'ai besoin des parents, j'ai besoin des élèves et j'ai besoin des enseignants. Et quand on traite les choses, je suis tout à fait d'accord avec toi, on les traite de manière complètement isolée. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Je reste sur le domaine du développement professionnel, par exemple. Sur le domaine du développement professionnel, hein, quand on forme et on accompagne des enseignants, j'aime plutôt le mot d'accompagnement parce qu'on est déjà inscrit sur du temps long, ce qui est une bonne chose. La majeure partie du temps, des choses se font avec un professionnel et des enseignants entre eux. On peut et il faut modifier ces modalités-là de développement professionnel. Numéro un, il faut faire rentrer dans le processus les élèves. Alors souvent, ça peut faire un peu grincer des dents, cette histoire. On me dit, mais comment ça, les élèves, ils rentrent dans le processus, mais de quoi Et en fait, Je suis ben tout à oui, fait c'est d'accord. les élèves, en fait, ils entrent à différents niveaux. Je vais donner plusieurs niveaux. Le premier élément qu'on peut faire à son propre niveau, c'est on rentre en salle de classe. Et je l'ai encore fait la semaine dernière, j'étais à New York. On est rentré, la première chose qu'on a dit aux élèves, on est en apprentissage. Voilà ce qu'on essaie de faire, voilà ce qu'on essaie de modifier. Voilà pourquoi on le modifie. OK, on vous explique un petit peu, on met en œuvre et après on a besoin de votre retour. Et puis a posteriori, même des mois après, on aura besoin de votre retour pour regarder ce qui est modifié, ce qui se modifie chez vous, chez nous et dans les résultats. Mais on ne peut pas le faire sans avoir le retour des élèves. Et là, j'étais pas nécessairement au collège, j'étais dans une classe d'école primaire. Les élèves, par exemple, je reste sur les élèves, je vais travailler là, au mois d'avril avec un lycée et les élèves font partie du comité d'organisation de la journée de développement professionnel. C'est-à-dire qu'on a préparé tout ça Extraordinaire. avec eux. Et je vais aller un peu plus loin avec les parents. C'est-à-dire que la journée de développement professionnel pour les collègues du collège et du lycée, on l'a préparée avec les élèves et avec les parents et les enseignants, bien sûr, et l'administration. La thématique, c'est le bonheur. C'est pas le choix de l'administration, c'est le choix de ce collectif-là qui a dit, OK, c'est ça notre élément central et on verra comment on arrive à ce qui, pour nous, est quelque chose de central. Mais cette journée de développement professionnel qui aura lieu, enfin, c'est une semaine qui se finalise par une journée et c'est une semaine de porte ouverte. Enfin, c'est un peu un design un peu différent, mais ça a été fait avec les parents, les élèves et les enseignants et l'administration. Et seront présents pour se former sur ce sujet-là, ces 4 entités-là. Voilà. C'est de la musique à mes oreilles, ce que j'entends. C'est même rafraîchissant. Comment est-ce que tu es arrivé à aller dans une école de New York pour offrir ce service-là? Alors, là, je t'ai parlé de New York, mais j'ai fait un transfert sans te le dire. J'étais revenue en France, en fait. Ouais. Euh, OK. donc, New York, j'étais avec les élèves et les enseignants et l'école du bonheur. Là, je suis repartie dans une partie un groupement d'une trentaine d'établissements en France. Alors, comment je suis arrivée à ça? Ben, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste des idées, j'écris, les gens savent un petit peu et ils avaient déjà aussi avancé sur ce sujet-là.
Donc en fait, les choses sont pas compliquées. Il faut toujours dire, vous savez, je pense que si on invite les parents et les élèves, ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis, il n'y a pas nécessairement de frein, hein. Les choses peuvent se passer très simplement. Pourquoi qu'on a cette tendance à avoir peur de rencontrer les parents? As-tu une idée pourquoi, Julie? On a peur d'être jugé. Il y a une peur du jugement. Les parents, pour moi, sont depuis longtemps, hein, je l'ai compris ça fortement quand je suis arrivée en Amérique du Nord. Les parents, ce sont des professionnels de l'éducation. Mais dans le monde enseignant, on a du mal à les considérer en tant que professionnels de l'éducation. On a l'impression qu'on est les seuls professionnels de l'éducation. Non, je vous assure qu'un parent, il en développe des compétences et il sait faire 1000 choses. Donc, on a besoin d'eux absolument pour mieux fonctionner avec les élèves parce qu'ils ont une partie de données sur le fonctionnement de leurs enfants que nous n'avons pas et inversement. Et tout ça, c'est des connaissances qui ont besoin en fait de se mettre ensemble. Alors, les enfants au milieu, ben, allons-y, hein. On peut encore aller un peu plus loin. Ah, tellement, tellement, j'abonde dans ton sens, Julie. Surtout que chez nous, je ne sais pas si tu as écouté dans mes balados, mais j'ai mon pacte de compassion où j'invite les parents à faire partie prenante de ma culture de classe. Mes élèves doivent signer le pacte de compassion, je dois signer également. C'est quelque chose que eux ont établi. Et les parents et tous les adultes de l'école doivent également signer, sinon ils n'entrent pas dans la classe. C'est comme la classe devient pour mes jeunes, on va dire en anglais, un safe zone. Oui, C'est un endroit où ils doivent être en sécurité, peu importe l'adulte qui entre, que ce soit un policier éducateur, que ce soit le concierge de l'école, que ce soit la direction, que ce soit les collègues enseignants. Fait que ce que je veux dire, où je m'en vais avec ça, c'est que c'est pour te dire que ça me parle beaucoup, ça, d'inclure les parents. Merci d'apporter cette nuance en disant que les parents sont aussi des experts à leur manière en éducation, parce qu'ils sont les experts de leurs enfants. On a tendance à les juger puis à les mettre de côté, alors qu'on devrait plutôt les écouter puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les informations qu'ils nous ont transmises, là. On a quand même un défi face à ça. Le défi, c'est que oui, on a des parents, oui, on a des élèves, mais dans une classe surchargée, comme tu expliquais tantôt, avec 35 élèves, Mhm. comment on fait, Julie? On fait quoi? C'est bon. Comment on fait avec 35 élèves? Comment on fait avec 35 élèves? Alors, il y a plusieurs réponses possibles, mais une que j'ai trouvée intéressante parce que je dialoguais avec une enseignante la semaine dernière qui avait une classe assez nombreuse, pas 35, mais assez nombreuse quand même, et qui m'expliquait que pour la première fois de sa carrière en classe nombreuse, elle arrivait à avoir des temps individualisés avec les élèves, quelque chose qu'elle avait beaucoup de mal à faire avant, à vraiment parler de leur parcours, de leurs difficultés, et avoir des temps tous les jours, chose qui était impossible avant la mise en place de ce qu'on appelle les classes flexibles. Donc, je pense qu'il y a des organisations de classe. Il y a des organisations de classe qui peuvent être une partie de la réponse où on construit avec les élèves beaucoup plus de temps d'autonomie et un peu moins de temps où on a une direction très forte de l'enseignant sur le temps, les modalités, les contenus au rythme de l'enseignant, pour se dire que quelque chose d'important, c'est le dialogue entre l'enseignant et l'élève pour avancer et qu'ils sont capables. Et c'est aussi ça hein, qui va pas bien, c'est-à-dire que depuis le Covid, on a des élèves qu'on a mis en grande autonomie, beaucoup de responsabilités. Le retour en classe a pu ne pas toujours bien s'effectuer parce qu'on est revenu à des modalités de l'avant.
Et en fait, certains ont dit, mais moi, je m'organisais dans ma journée, je prenais le temps qu'il fallait. Quelquefois, c'était des temps longs, quelquefois, c'était des temps courts. Et quand j'avais besoin de m'arrêter, je m'arrêtais. Et tout ça, c'est terminé. Donc, comment on fait avec 35? Les modalités de la classe sont une possibilité. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des outils numériques qui permettent de communiquer aussi avec les familles un peu différemment. J'ai trouvé, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, par exemple, dans l'école où tu es, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé plutôt sympathique. Alors, je suis pour le présentiel, hein. Attention, hein. Je pense que le présentiel est quelque chose d'important à ne pas mettre de côté. Mais dans la vie d'une école, en fait, du présentiel, ça veut dire qu'on vient, on a un temps pour venir de présence et qu'il faut repartir. Et aujourd'hui, on a parfois des villes un peu encombrées, beaucoup de trafic et des emplois du temps importants. Et il y a 15 jours, en fait, j'étais dans un autre endroit et j'ai vu des collègues préparer une réunion avec les familles sur un voyage scolaire. Les enfants ils recevaient en fait des correspondants qui arrivaient. Et donc, il y avait la réunion de famille. Et en fait, elle s'est faite de manière très rapide, 35 minutes sur Zoom. Et en fait, un horaire qui pour l'Amérique du Nord est tardif, 19 heures, c'est tardif, hein. Et en fait, tout le monde était présent. Donc, en fait, on a aussi moyen de communiquer un peu différemment sans que ça mange trop de temps et faire en sorte que tout le monde soit présent rapidement. J'ai vu des enseignants aussi faire des choses intéressantes. On peut ouvrir ses calendriers et on peut proposer aux parents de ne pas attendre la fameuse réunion parents-prof et ouvrir sur des temps très courts, des fois 10 minutes, ça suffit à débloquer des situations. Donc aujourd'hui, on peut fonctionner un peu différemment avec tout le monde, quoi, grâce à un outillage différent et puis des modalités de communication qui ont changé. Un peu comme si on pourrait prendre, sans vouloir nécessairement le nommer, mais le Calendly. Oui, exactement, c'est ça. Tu peux nommer, c'est ça. C'est tout à fait à ça que je pensais. Je vois des enseignants dire, moi, j'attends pas la réunion. Il y a des parents qui ont besoin de me voir et on va pas faire 50 échanges d'emails. Et moi, il y a une journée tous les 15 jours où je mets 1 heure de possibilité de créneau 10 minutes. S'ils veulent me voir, ils ont quelque chose à me dire, ils peuvent. Et que ce soit pour avancer, pour des informations sur leur enfant ou juste pour me dire qu'ils sont aussi contents de ce qui se passe. Tout est possible. Ben oui. Écoute, Julie, je m'attendais pas à ça du tout. Je viens d'apprendre quelque chose. Ça va améliorer ma pratique. Parce que je suis technophile. J'adore la technologie. Puis j'essaie de mettre la technologie au service des jeunes. Et là, cette information-là, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais entendu ça. Écoute, on ne sait pas tout dans la vie, mais je pense que ça va avoir un impact sur ma pratique. Merci énormément. J'ai eu ça gratuit. Mais toi, tu ne marches pas gratuitement, là, Julie. Là, je ne peux pas croire. Là. Même si tu es un organisme, j'imagine que tu dois en vivre un peu. Là. Oui, il faut que j'en vive un peu, mais on fait quand même un équilibre et entre le public, le privé et puis d'autres choses. Non, non, c'est plutôt heureux. Alors, je peux rajouter quelque chose sur les parents que j'ai pas mentionné. Absolument. Alors, il y a quelque chose, donc les parents peuvent participer, mais je crois que l'école a une responsabilité, en fait, vis-à-vis des parents. On a une responsabilité d'accompagner leurs enfants, bien sûr, mais je te parlais des changements très importants et des informations cruciales de choses qu'on a compris sur le fonctionnement, en fait, de l'apprenant ces 10 dernières années. Ce qui impacte grandement ce qu'on fait dans les classes, comment on le fait dans les classes, et c'est très différent de ce qu'ont connu les parents. Donc, je crois que la responsabilité de l'école, c'est d'accompagner les parents à mieux comprendre tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'au même titre qu'on offre de la formation ou du développement professionnel aux enseignants, il faut le faire avec les parents. Dans d'autres organisations dans lesquelles j'ai travaillé, on accompagnait les parents sur des sujets très simples, par exemple la mémorisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'apprentissage
positif, qu'est-ce que c'est? Une évaluation positive, qu'est-ce que c'est? Tout simplement parce que en ayant une meilleure connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de l'école et de ce qu'on est en train de changer, eux aussi peuvent être la continuité et finalement un alignement, une cohérence plus grande entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Au départ, je le voyais juste comme un élément d'information pour qu'ils comprennent mieux les démarches mises en œuvre dans les établissements, ils puissent les accompagner et pas les freiner. Et en fait, je me suis aperçue que les parents, ce sont des experts, ils sont avides d'informations et ils sont très contents de comprendre les choses et eux-mêmes les appliquer dans leur quotidien en fait de parents. Donc, quand une école offre un plan de développement professionnel pour ses enseignants, ben, j'ai envie de dire, on peut aussi et surtout en offrir un, alors moindre, mais pour les parents de l'établissement. Wow. Euh, OK. Je viens de recevoir un beau crochet de gauche. As-tu des exemples concrets par rapport à des écoles où cette situation-là s'est vécue? Alors oui, je vais pouvoir te parler de... Alors, pas d'une école, mais d'une organisation. Dans ma précédente organisation, en fait, je m'occupais du développement professionnel et on l'avait organisé pour tous les établissements. Il y avait une centaine d'établissements et avec les établissements, en fonction des thématiques majeures, on avait organisé, ça se limitait, enfin, se limitait, c'était déjà bien, à 5 temps de conférences-échanges avec des experts à destination des parents dans l'année. On en avait une en octobre, janvier, mars, avril et juin, et sur des thématiques que les établissements avaient choisies. Les thématiques changeaient tous les ans et tous les parents étaient invités à venir et puis à écouter une conférence qui était très courte, hein, enfin très courte, 30 minutes, et 30 minutes de questionnement pour s'assurer qu'il y ait une intégration. Donc, c'est des moments qui, au départ, on avait quelques inscriptions et puis rapidement, les parents ont compris que c'était quelque chose pour eux de très important. Et c'était des sujets qui suivaient les projets d'établissement. C'est-à-dire que si on décide de rentrer sur des éléments d'évaluation positive, ça va changer les bulletins scolaires ou les report cards. Ça va changer beaucoup de choses. Donc, informer les parents sur ce que c'est, sur comment ça fonctionne, eh bien, c'est beaucoup moins de questions, de freins, de frustration quand on reçoit ces nouvelles modalités d'évaluation, en fait. Donc, tout le monde est content. Donc, voilà, on a fait ça pendant 3 ans, ça continue, je pense. Et, euh, et l'école, c'est un lieu d'apprentissage pour tout le monde, toute la vie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Joignez-vous au 42e colloque de la COPS les 26, 27 et 28 mars prochains pour une expérience éducative exceptionnelle. Compétences transversales et programmation, un atout favorable en éducation. Découvrez l'art de fusionner les compétences transversales avec le monde de la programmation, guidé par Karine Fournier et Frédéric Jean. Une conférence captivante qui promet d'insuffler une nouvelle énergie dans l'éducation. Explorez les synergies entre les compétences transversales et la programmation pour créer un environnement éducatif stimulant et propice à la croissance. Que vous soyez éducateur, administrateur scolaire ou simplement passionné d'éducation, cette conférence vous offre une opportunité unique de repenser l'apprentissage et de cultiver des compétences essentielles pour l'avenir. Réservez votre place et soyez prêts à transformer votre approche éducative. Pour de plus amples informations, visitez le acops.qc.ca. On parle encore d'enlever les silos, là. C'est encore ça, là, Julie. Julie, tu me parles que tu es allée à Paris. De toute évidence, je sais que tu es française, mais que tu travailles aussi, tu demeures en Californie, c'est bien ça, hein? Oui. OK. Tu demeures en Californie, tu voyages un peu partout aux États-Unis, tu dis que tu vas une fois à l'occasion au Canada. Pourquoi on te demande tes services? Alors, le Canada, j'y vais pour me nourrir moi, en fait. J'y vais je vais souvent à un événement qui s'appelle le Sommet du numérique en éducation. Ah oui? Ouais, oui. OK. Donc, j'y vais assez régulièrement. Et puis, mais pour l'instant, mes interventions sont en Europe.
un peu en Asie et en Amérique, aux USA. J'ai pas encore d'intervention au Canada. Voilà. Et quand on vient chercher tes services, en fait, là, c'est pour enlever les silos? C'est quoi l'objectif, là? Ça dépend en fait. Il peut y avoir des gens qui viennent me voir pour me dire, voilà, on voudrait, par exemple, travailler sur l'école du bonheur. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Donc à ce moment-là, je travaille avec eux sur à la fois un plan de développement professionnel et puis une organisation qui va permettre à tout le monde de participer. Il peut y avoir des gens qui me disent, voilà, dans mon organisation, ça va pas très bien. On n'a pas des gens qui travaillent vraiment bien ensemble et on va s'occuper en fait de plutôt faire un accompagnement sur les cultures de collaboration. Donc, les gens viennent avec des questions très simples et on essaie d'y répondre avec ce qu'on est. Tu es comme une experte conseil, c'est bien ça? Hum, Conseil, mais aussi formation parce que je continue à aller sur le terrain pour faire moi-même encore des formations. C'est quelque chose de très important et des accompagnements de personnel en direct. Donc, c'est quelque chose que je ne lâche pas. Le conseil, c'est bien, mais le terrain, c'est bien aussi. Et je ne m'attendais pas à avoir ces réponses-là, Julie. Je- Mince. c'est extraordinaire ce que j'entends. Est-ce que tu travailles seul? Alors, c'est une bonne question. J'ai commencé, j'étais seule et puis en fait, il y a beaucoup de gens qui visiblement se posent ces questions-là et qui sont contents peut-être d'avoir les réponses que Aide Humaine propose. Donc en fait, je serai plus seule à la rentrée. En fait, enfin, je suis déjà trop seule. Donc il y a d'autres personnes qui vont me rejoindre à temps complet. Là, j'avais des gens qui étaient avec moi, mais pas à temps complet. Là, j'ai des gens. Donc l'organisation grandit. Quand on parle d'organisation qui grandit, tu vas chercher ces personnes-là. Pourquoi? Je suis curieux. Ah, en fait, je vais chercher des personnes qui déjà comprennent un peu parce que on peut avoir des idées différentes, donc déjà qu'il y ait une possibilité de comprendre que les silos, bah, on les met de côté, qu'on fait travailler tout le monde ensemble, et que la première chose à faire dans un établissement, c'est s'assurer que justement ça circule. On est interdépendants. En fait, je me posais la question il n'y a pas très longtemps s'il y avait des recherches sur la pédagogie de l'interdépendance. Ce serait chouette, ça, se dire, tiens, on va travailler sur la pédagogie de l'interdépendance. On parle de coopération. Pour moi, la coopération est un élément de l'interdépendance. Et en fait, j'ai rien trouvé. Bon, bref, tout ça pour dire que déjà, c'est des gens qui comprennent un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière Aide Humaine, et puis des gens qui ont d'autres compétences que les miennes. Ça fait que ce que je peux comprendre, c'est que on enlève cette culture du BDT, ça veut dire bon dans tout, et on ouvre pour avoir une meilleure expertise. C'est bien ça? Oui, on ouvre pour avoir une meilleure expertise, mais on ouvre dans l'interdépendance là aussi, c'est-à-dire que comprendre qu'on a besoin les uns des autres pour faire avancer l'organisation. C'est drôle, c'est inspirant ce que j'entends. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu par chez moi. Ils appellent ça l'école d'entrepreneurship de la Beauce, Mm. où ils font comprendre aux entrepreneurs qu'on n'est pas capable de tout faire et que il faut faire confiance, dans le fond, à d'autres personnes. C'est, c'est très inspirant. Ça a un gros impact, je pense, en tout cas, de ce que, pour moi, là, de ce que je vais encore cogiter. Mon hamster va encore tourner ce soir. Ah, ça, c'est la cloche. Ça, c'est une autre chose ça, qui me dérange de plus en plus. La cloche. Qu'est-ce que tu en penses de la cloche dans les écoles? Alors, j'imagine que la question, c'est qu'est-ce que tu penses des emplois du temps, peut-être? Ouais, peut-être. Ah, qu'est-ce que tu penses des emplois du temps?
On a besoin de repères dans le temps. Bon, si tu veux parler de la cloche, j'ai entendu plein de choses. J'ai entendu des cloches Mozart, j'ai entendu des cloches nature, j'ai entendu des cloches, il peut y avoir plein de choses. Bon, la question de fond, c'est les emplois du temps, la régulation du temps et de la façon dont on met les enfants, en fait, ou les apprenants, les élèves, dans les temps qui sont parfois les nôtres, hein. Nôtres, derrière nôtres, c'est des temps d'adultes. Euh, je pense qu'ils ont besoin d'autres temps. J'ai découvert hier, je partage parce que ça m'a un peu heurté, donc S'il vous je plaît. partage. Hier, j'ai découvert un établissement qui n'avait pas de récréation. Ah oui, et puis? Donc, les élèves rentrent, ils rentrent à 8 heures. À 8h50, ils arrêtent. Ils ont 10 minutes pour se rendre à la classe suivante, et puis de 9 heures à 9h50, et 10 minutes pour aller à la classe suivante, et ainsi de suite jusqu'à 17h30. Et ils ont une petite heure pour manger le midi. Donc j'étais très surprise et je ne savais pas que ça existait. Donc ça pour en revenir sur comment est-ce qu'on cale les temps, à qui on passe, à qui on pense quand on organise les temps. On est déjà rendu à la dernière portion du balado, Julie, si tu me permets, à moins que tu aies d'autres choses à me dire. Non? OK, ce sera peut-être pour un autre épisode. J'ai mes questions en rafale. Tu peux me donner une réponse courte, comme si tu as envie de me donner, de m'élaborer sur le sujet. J'ai une planche de surf, comme je te disais tantôt, je vais suivre ta vague. Est-ce que tu es prête? Oui, Pour Julie, dis-moi, l'éducation, c'est quoi? c'est un voyage. Peux-tu m'en parler un peu plus? C'est un voyage dans lequel en fait on va vivre beaucoup d'expériences et on va surtout, c'est un voyage avec soi-même. C'est comme ça que je le vois. Oh. C'est un voyage avec soi. C'est-à-dire qu'on chemine, mais c'est finalement un voyage où on va mieux apprendre à regarder ce qu'on a, comment on marche, comment on aime bien marcher, où est-ce qu'on aime aller. Et ça nous apprend un peu plus qui on est tous les jours. Il y en a qui marchent, mais il y en a aussi qui courent. Oh, il y en a qui courent, il y en a qui font plein de choses. Il y en a qui sautent, il y en a qui dansent, il y en a qui volent dans ce voyage-là. C'est de la belle musique à mes oreilles pour la simple et bonne raison que je suis de ceux qui croient que l'apprentissage a un rythme, puis chaque élève a son propre rythme d'apprentissage. Ça vient me toucher. Euh, Dis-moi, ton plus grand succès, Julie, c'est quoi? Mon plus grand succès, qu'est-ce que c'est? Mon plus grand succès, c'est ces silos dont tu as parlé. Ça a été de l'ouverture. Je vais donner 2 temps. Ça a été l'ouverture, la première fois qu'on a ouvert aux parents d'élèves et qu'on a dit, vous avez un plan pour vous qui va suivre celui de l'école pour qu'on soit de meilleurs partenaires et qu'on sache mieux se parler et qu'on sache mieux faire les choses ensemble. Ça, pour moi, c'était quelque chose de très important. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai pu, alors c'est pas une chose en particulier, mais dans les processus d'accompagnement des formations, parce que je t'ai dit que je continuais à aller sur le terrain, pour moi c'est très important de suivre les formations des enseignants. C'est quand j'ai systématisé, en fait, pour n'importe quel processus de formation, je le termine en demandant des interviews d'élèves. C'est-à-dire que je demande, on s'est formé par exemple sur l'enseignement explicite, ou on s'est formé sur l'IA, ou on s'est formé sur la pensée visible. Je demande, on termine par des interviews d'élèves qui viennent nous dire ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, pour moi, c'est 2 choses qui reviennent aussi quelque part à casser les silos, mais qui nous apprennent à nous décentrer et à voir que on en revient, on est dépendant de tous ces gens-là et qu'on a besoin de voir ce qu'on fait avec leurs yeux pour continuer à mieux avancer. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces vidéos-là? Alors, ce sont des vidéos d'élèves, donc Ah oui, je comprends.
Je comprends, je comprends. Oui, OK, c'est beau. La question, questionner, c'est répondre, oui. Mais peut-être que je peux donner un indice enfin, je peux répondre en partie. J'ai écrit un livre sur les routines de pensée, en fait, et à ce titre-là, les gens qui sont intéressés tous les mois de manière gratuite, hein, on a une communauté, c'est-à-dire qu'on se réunit 45 minutes pour discuter. Moi, j'ai essayé de mettre ça en place, ça a fonctionné. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et on discute le premier samedi de chaque mois de ce qu'on met en œuvre et on essaie de répondre aux problématiques. Et en fait, au mois de mai et au mois de juin, on partage les vidéos, c'est-à-dire qu'on regarde des vidéos anciennes, on regarde des nouvelles vidéos, tout le monde fait des vidéos là. Donc, si jamais tu es intéressé, ou des auditeurs, vous pouvez venir. C'est le samedi de chaque mois et au mois de mai-juin, on regarde, puisqu'on termine notre année, et ben, bien évidemment, on va aller interroger les élèves et tout le monde est bienvenu, hein, à cette communauté, hein. Et comment on peut participer? Alors, comment on peut participer? Tu veux dire comment on s'inscrit? Comment on peut Oui, accéder? oui, Alors, ben oui, exactement. il y a un site qui s'appelle, j'ai mis un site dédié, ça s'appelle Routine de pensée. Vous allez le trouver très facilement. Et dans Routine de pensée, vous pouvez télécharger le livre complètement gratuitement. C'est très important, ça, de pouvoir accéder à ça gratuitement. Et on peut aussi s'inscrire à la communauté une fois par mois, gratuitement. Oui, je sais, on est dans un monde où on a plutôt l'habitude de consommer et moi, j'ai décidé d'aller à contre-courant de ça. Donc, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, on publie gratuitement et on vient se réunir pour discuter de tout ça. Donc, on s'inscrit, on met son nom et puis on reçoit le lien qui permet de rejoindre le groupe de valeureux et de merveilleuses personnes qui se posent des questions sur les routines de pensée. En français, en anglais? Ah, il est en français celui-là, parce qu'en anglais, il y a déjà plein de choses qui existent. Est-ce que tu as un pendant que tu fais aussi en anglais ou tu te concentres sur le français? Pour les routines de pensée, je me concentre en français, mais quand j'interviens dans les établissements, ça peut être une langue ou l'autre, ça dépend. Ton plus grand apprentissage, Julie, c'est quoi? C'est mon plus grand apprentissage, c'est mon plus grand apprentissage, c'est une réunion parents-prof il y a une quinzaine d'années de ça, 20 ans, entre 15 et 20 ans. Une réunion parents-enseignants et j'ai des parents en fait qui... Non, j'en ai deux. Je peux en donner deux? Ben oui, je te l'ai dit. Donc, le premier, je suis en réunion avec des parents et en fait, la réunion est formidable dans le sens où j'ai l'impression de dialoguer avec des enseignants. C'est là que je comprends en fait que j'ai des experts incroyables avec moi et que je ne sais pas m'en servir. Donc, une discussion sur des concepts et des fondements pédagogiques importants et que je me rends compte que les parents, c'est des experts. C'est là que je réalise ça en fait. Donc, ça a été un wake-up call à ce moment-là. Le deuxième grand apprentissage, un jour, j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui nous a demandé de faire quelque chose que j'ai trouvé formidable. Formidable. Si vous oubliez tout de ce podcast, gardez juste ça. Je- Si vous oubliez tout, je vous gardez juste ça. C'est un élément qui... Il n'y a que du bon à sortir de cette petite mise en situation que je vous propose. Donc, cette directrice, elle nous dit, voilà, je ne vous demanderai pas de faire de newsletter, je ne vous demanderai pas de faire tout un million de choses qu'on fait dans les écoles. La seule chose que je vous demande, c'est d'établir un calendrier avec le nom de vos élèves et d'avoir 2 ou 3 élèves par semaine que vous allez regarder attentivement. Ces élèves que vous allez regarder attentivement, vous n'allez noter que les éléments positifs. Oui, je sais bien, il y a ce petit Jack qui remue beaucoup et qui vous embête. Mais je suis sûre que si vous vous concentrez, vous allez trouver des éléments positifs. Et ce sont les seuls éléments que vous devez noter sur le papier. À l'issue de cette semaine, vous envoyez un message aux parents sur lequel seront référencés, exemple à la pluie, les éléments positifs qu'ont réalisé les élèves, en fait, tous les éléments que vous aurez notés positifs de la semaine. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un mais, il n'y a pas un mais oui, et il n'y a pas un élément négatif. Et c'est ça que vous envoyez aux parents. Et vous passez les élèves en fonction du nombre, 1 fois ou 2 fois dans l'année.
Je te laisse imaginer ce qui se passe après. Quand on reçoit un email d'un enseignant, c'est que nécessairement, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ou qu'on a une demande, ou qu'on a. Donc, ça rétablit des canaux de communication avec les parents qui renvoient une image très positive à leurs enfants et inversement. Et on est pris dans une spirale vertueuse de bonheur et de considération mutuelle. Voilà, mes deux grands apprentissages. Est-ce qu'il y a une personne qui a un impact positif dans ta vie que tu voudrais nous partager? Oh, il y a plein de gens. J'ai un village qui a un impact positif et qui m'inspire tous les jours. Tous les gens que j'ai autour de moi, ils m'inspirent grandement. Les écoles dans lesquelles je vais m'inspirent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont, j'ai envie de te dire, tous les gens que je côtoie, en fait, ont du merveilleux en eux et m'inspirent. Il n'y a pas une personne en particulier. Mais tu veux un nom, c'est ça? Pas nécessairement. Non, non, non. Et on en revient à ce que me demandait cette directrice. Qu'est-ce qu'elle nous a obligés à faire? Elle nous a aidés à muscler la façon dont on regardait nos élèves avec bienveillance, hein. Et ça se muscle, ça. Ça se muscle, ça se travaille. Ça se Oui, fait pas ben tout. oui. Donc, en fait, si aujourd'hui je suis capable de te dire c'est le monde qui m'entoure et le village qui m'entoure qui me fait avancer, c'est bien parce que je suis passée par là, en fait. Est-ce que tu en as souffert à l'époque où tu étais élève du regard des enseignants? Est-ce que j'en ai... Oui, bien sûr, j'en ai souffert. Bien sûr, j'en ai souffert. Aujourd'hui, quand un adulte, aujourd'hui encore, hein, je vais bientôt avoir 50 ans, quand un adulte me dit, faudrait qu'on parle. Bien, tiens, tu sais quoi, il y a 2 jours, j'ai une visio et on me dit, faudrait qu'on parle. C'est très bien qu'on a un petit moment, faut qu'on parle. Que se passe-t-il? Ma cage thoracique se ferme, mon pouls s'accélère. Alors qu'en l'occurrence, on me demandait de faire partie d'un comité de rédaction. Voilà. C'était quelque chose de très positif. Mais est-ce que j'en ai souffert? Bah ouais, tu vois, 50 ans après, il y a encore des restes, hein. Je n'irai pas dans les détails de ma vie, mais le faut qu'on parle, je l'ai vécu il y a quelques années et c'était des expériences pénibles. Fait que je peux te comprendre. L'expression de la cage thoracique qui se resserre, oui. Tu es une lectrice? Oui. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous partager spontanément? Alors, bah, je vais vous parler de la dernière lecture. De... Vas-y, vas-y. Alors, le premier, alors il existe en anglais et en français. Il s'appelle Toutes les intelligences du monde. James Brittle, OK? Et toutes les intelligences du monde, c'est pour nous décentrer encore un peu et casser les silos. Si aujourd'hui le monde tourne peut-être pas exactement comme il devrait, c'est peut-être parce qu'on n'est pas capable de voir et de considérer les intelligences sous d'autres formes. Le monde est plein d'intelligence. Et en fait, cette personne-là nous aide à considérer et à voir que l'adaptation à son milieu, c'est une forme d'intelligence. Donc nos élèves, ils sont très intelligents parce qu'ils s'adaptent à leur milieu. Donc, en fait, chaude recommandation pour les enseignants, ça parle beaucoup de sciences, mais pas que. Et puis l'autre, mais celui-là, il est pas tout neuf, c'est L'âge de la résilience de Rifkin, parce qu'on est dans un moment où il faut apprendre à être résilient. Donc, en fait, allez-y, il y a plein d'apprentissages là-dedans. Wow. Merci. À l'époque où ce que je t'ai posé une question tantôt sur sur tes douleurs, OK? Parce que ma question est sous-jacente, s'en vient. C'est à l'époque où tu étais à l'école primaire, élémentaire, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une élève cancre, ça veut dire une élève mauvaise ou une élève paresseuse, ou encore, comme vous dites en Europe, une flèche, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Alors, ma scolarité, elle a été divisée en, je pense qu'à l'école primaire, ça allait plutôt bien. Ça a été plus compliqué au collège et ça a été très compliqué au lycée où là, ça s'est pas bien passé en fait. Ça s'est pas bien passé du tout. Donc, ça n'a pas été. Donc, en fait, pour te dire, le flèche, on va peut-être le dire à l'école primaire.
au collège, c'est transparent. Je ne sais pas si Oui, je comprends. passe entre les mailles du filet et par contre, sous le radar un peu négatif au lycée. Et voilà ce que tu as une organisation qui s'appelle Aid Human et tu transformes le monde à ta manière. Un peu, comme tout le monde, comme toi. Donc, Ouais. On fait ce qu'on peut avec modestie, mais on fait ce qu'on peut. J'ai décidé, je te partage quelque chose, Julie, avant notre départ. Euh, j'ai décidé, dans le fond, de faire ma propre petite révolution tranquille dans ma classe par le pacte de compassion, par l'ouverture aux autres adultes. Et je veux juste prendre un moment pour te remercier parce que ce que tu nous as donné comme information, ça me nourrit. Et j'espère sérieusement que ça va en nourrir plein d'autres. merci infiniment pour l'invitation et puis pour ton podcast, hein, parce que cette révolution tranquille, tu as beau dire qu'elle a lieu dans ta classe, moi je sais qu'elle fait des vagues bien au-delà, en fait, avec ce podcast. Ouais. Donc, ben, vive les révolutions tranquilles et puis tout le monde chemine un peu à sa manière pour changer le monde. Merci, Julie.